Vous rêvez de mieux connaître notre patrimoine, de percer les secrets de ces bâtiments devant lesquels vous passez sans jamais y entrer? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Nous sommes à Charleroi et je vais vous dévoiler les secrets de l'Université du Travail grâce à mes clés. Nous sommes dans la ville haute de Charleroi, plus précisément à l'endroit où se trouvaient les anciennes fortifications hollandaises. Mais nous allons faire un grand bond dans l'histoire et arriver au début du XXe siècle. C'est vers 1900 que naît le projet de l'Université du Travail. Il correspond à l'ambition de marquer la modernisation de la cité, d'autant plus que la ville connaît une prospérité économique sans précédent. La ville est à la pointe en matière de charbon, de métal et de verre. Il faut une école pour accompagner et soutenir ce développement. Julien Dugoquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du centre universitaire Zénobgram. On a envie de partir dans l'histoire et de comprendre justement ce qui a conduit les hommes à l'époque à concevoir cet endroit assez extraordinaire. Il faut se remettre dans le contexte très industriel du début du XXe siècle, sur Charleroi particulièrement. C'est la première puissance industrielle au monde. Et donc, il y a deux visionnaires. L'un plus politique, Paul Pastur, qui se dit j'ai la volonté d'émanciper la classe ouvrière et de former les ouvriers pour pouvoir quelque part venir soutenir cette industrie et surtout que l'enseignement soit plus accessible aux différentes classes populaires. Et le deuxième, qui est Alfred Langlois, qui lui a plutôt le projet pédagogique de pouvoir développer sur Charleroi un enseignement qui est vraiment orienté vers l'industrie et qui développe et qui soutienne surtout ensemble vis-à-vis de la province de Hainaut l'idée de développer à Charleroi un enseignement pédagogique industriel qui deviendra la première pierre posée pour l'Université du Travail de Charleroi. Quand on rentre ici, c'est impossible de ne pas être impressionné par les dimensions, les hauteurs, bien sûr. Est-ce que c'est un temple du savoir au-delà même d'une école? Est-ce qu'il y a quelque chose presque de sacré autour de ce savoir? Oui, tout à fait. Et donc, le hall d'honneur ici met vraiment en valeur les industries de l'époque. On a parlé des vitraux avec le verre, le fer et la houille, qui sont vraiment les industries tout à fait florissantes et exceptionnelles à Charleroi. Et on est dans le hall d'honneur. Et en fait, l'idée, et c'est pour ça qu'on a un côté majestueux aussi, c'était pas juste une école, c'était aussi un musée. Donc, dans la salle qui est juste après le hall d'honneur, qui est ici à côté de nous, il y avait une exposition industrielle dans laquelle il y avait vraiment des machines à vapeur qui distribuaient de la force motrice vers des machines industrielles qui étaient le fleuron de l'industrie wallonne à l'époque. Et donc, on a ce côté entre de l'enseignement et la mise en valeur d'un patrimoine industriel. C'est aussi un bâtiment, bon voilà, on l'a entendu, conçu avant la guerre, mais la Première Guerre arrive très vite et c'est un bâtiment qui a connu beaucoup de remous au fur et à mesure de son existence. Ce bâtiment, il a connu plein d'événements et notamment en 1914 et fin de la guerre surtout, il y a eu des détachements australiens, surtout dans la région de Charleroi. Et la salle des musées était en fait un hôpital militaire. Donc on a des photos où il y a des centaines de lits côte à côte avec des personnes qui attendent en fait d'être extradées vers l'Australie, puisqu'à l'époque on n'allait pas aussi vite en Australie qu'on ne le va maintenant. Et donc il y a eu ça, puis il y a eu des expositions florales, enfin on a des salles de concert. Enfin, il y a pas mal d'utilisations qui ont été faites de cette salle des musées, puisqu'elle fait quand même 1300 mètres carrés en plein cœur du bâtiment et donc elle offre une possibilité assez polyvalente d'utilisation. Julien, un petit mot d'abord sur le nom de ce personnage qui a donné son nom à une école, qui était un génial inventeur, c'est Zénobgram. Il avait un beau prénom aussi. En fait, c'est un inventeur alors qui est décédé d'ailleurs pas longtemps après l'inauguration du bâtiment, mais il a légué dans le patrimoine industriel une belle invention qui est la dynamo électrique en fait. Bon, je vais être honnête, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une machine à vapeur, même si aujourd'hui elle ne produit plus de vapeur. Mais à quoi elle servait à l'origine? Alors, en fait, historiquement, la production de chaleur de tout le campus était produite dans un bâtiment qui s'appelle la chaufferie, assez logique, qui distribuait la vapeur à travers le campus et certains tuyaux arrivaient ici. Il y avait 3 machines à vapeur et en fait, ces machines à vapeur tournaient et distribuaient la force motrice dans le musée
qui est juste derrière, dans lequel il y avait des machines industrielles qui tournaient grâce à ces machines à vapeur. Il n'y a pas que Zénogramme. Si on pouvait s'attarder un tout petit peu sur ces grands noms de la technique, c'est toute une génération d'inventeurs. C'est une génération d'inventeurs et ce qui est assez sympa, c'est qu'on est dans un endroit qui est en fait un centre de recherche. Et donc, on va dire, l'histoire se prolonge puisque alors, de la machine à vapeur et des forces motrices, on passe à l'efficacité énergétique et le développement durable, qui est quand même le nouvel enjeu de la révolution industrielle à venir. Et donc, ce centre s'est transformé en un centre de recherche pour tester notamment des chaudières sur des mises en conditions réelles. Et donc, il a été complètement mis au goût du jour, mais ça reste quelque part la destination initiale qui existait dans le bâtiment. Albert et Alexis Dumont remportent donc ce concours d'architecture. Le bâtiment est érigé en 1906, inauguré en 1911 à l'occasion de l'exposition internationale de Charleroi. Il impressionne par ses dimensions et il reflète parfaitement la dimension et le dynamisme industriel de la ville. L'histoire du lieu est mouvementée au fil des dommages du temps. La Première Guerre mondiale laisse des traces profondes et le séjour des troupes allemandes avait plongé les locaux de l'Université du Travail dans un triste état. Des salles avaient été transformées en écuries ou en salles d'hôpital. Une rénovation en profondeur était donc nécessaire. Ce ne sera pas la dernière. Irène Panebianco, bonjour. Vous êtes architecte, vous êtes à l'origine du projet. Oui, étant responsable au sein du bureau Macaré pour Francis Metzger, j'ai suivi depuis le début, depuis qu'on a gagné le concours en 2018, ces projets qui a duré pour 6 ou 7 ans. Nous n'avons toujours pas fini et ça a été, chaque année était passionnante, dure, mais à la fois ça nous a donné beaucoup de satisfaction. On se pose comme un peu la question du style. Alors, on n'est pas vraiment dans de l'art nouveau, on n'est pas totalement dans de l'art déco non plus. Comment est-ce qu'on peut le qualifier? En fait, il faut savoir que lors du concours en 1905, les concours étaient très clairs dans les consignes, c'est-à-dire qu'ils ont même été jusqu'à demander certaines choses d'un point de vue esthétique et de l'ordre de la construction. C'est-à-dire qu'ils ont demandé que les façades soient les plus simples possibles, que tout décor inutile soit épargné. Et donc, le style, c'est un style, on pourrait dire éclectique, parce qu'on le dit un peu pour tout. Irène, et on peut faire aussi un bond dans le temps. Ici, on se trouve dans un endroit qu'on a tous connu, une salle de cours, qui est vraiment dans son époque. Mais justement, on peut faire la comparaison avec les anciennes et les nouvelles. C'est l'auditoire qu'on appelle le SB3 et qui reste encore dans son jus. Et c'était une volonté du service patrimoine, de la communauté et aussi de l'identité propre qui nous appartient, de laisser encore une des salles dans son jus pour comprendre c'était quoi les styles de l'enseignement de l'époque. Irène, et on peut aussi parler de beauté, de sensation d'espace, de grandeur. On sent aussi que, notamment au niveau de la recherche des matériaux, rien n'a été laissé au hasard. Chaque époque est caractérisée par différents envies et moyens. C'est appréciable et noble de voir qu'en 1911, alors qu'on était à la veille du premier conflit mondial, il y a eu cette envie et cette volonté de rassembler dans le cœur de ces bâtiments et surtout dans un bâtiment si grand, de donner un grand espace pour tout ce qui était convivialité, espace commun pour l'échange, pour la transmission scientifique. Je pense que dans n'importe quelle photo, il n'y a pas moins que 100 personnes. C'était vraiment les espaces conviviaux d'échange, c'était la bourse scientifique de l'époque. Vous l'aurez compris, cette Université du Travail a connu plusieurs vies dans sa vie. Elle renferme d'ailleurs des lieux inutilisés, comme celui-ci, une ancienne salle de cours qui se trouve précisément située au-dessus du hall d'accueil du bâtiment. Un point commun relie tous ces lieux, toutes ces salles, tous ces espaces, l'importance de la lumière. Didier Dehon, bonjour. Vous êtes gestionnaire en sauvegarde pour la OAP. Un mot d'abord, quand on arrive ici, on est forcément étonné, je dirais même épaté par la luminosité de ce lieu. La lumière qui forcément est véhiculée à travers cette très imposante verrière. Est-ce qu'elle se trouve là dans son état d'origine ? Alors, elle est dans son aspect d'origine. Bien entendu, dans le cadre d'une restauration, il y a toujours des améliorations. Et
une amélioration nécessaire dans ce cadre-ci, c'est la performance énergétique. Donc, c'est une tendance maintenant générale dans les bâtiments classés. On essaie au maximum de diminuer les déperditions d'énergie. Et donc, on a dû trouver des solutions assez techniques qui soient en raccord avec l'état premier, pour ne pas dénaturer le bien. Didier, ce temple du savoir, est-ce qu'on peut d'ailleurs le qualifier de temple du savoir? Pourquoi pas? Mais pourquoi est-il à ce point important pour le patrimoine de la région? En fait, il met en avant toute la technicité et le riche passé industriel et la prospérité de Charleroi. Donc là, on est au début du XXe siècle. C'est le monde industriel, les charbonnages, les maîtres verriers, le travail de la métallurgie. Donc c'est vraiment une vitrine du savoir-faire, en plus avec perpétuer ce savoir-faire par l'enseignement technique. Tout ça nous ramène un peu à la grande époque des expositions, des arts, de l'industrie. Et on a un peu le sentiment, justement, qu'on met sur pied d'égalité la technique, l'art, avec, on peut voir d'ailleurs derrière nous le travail du métal. Il y a quand même une volonté de rendre belles les choses, le quotidien dans lequel on évolue, on travaille. Oui, c'est vraiment le travail artisanal, mais dans tout le sens noble du terme. Et comme vous venez de le dire, il n'y a pas de séparation. C'est sur le même pied, sur la même égalité. Merci. À présent, découvrons un grand secret qui retrouvera un jour toute sa beauté. Voilà. C'est par là? Oui, tout dans le fond. C'est là que ça se passe. Exactement. Les vitraux de l'Université du Travail. Un trésor caché classé au patrimoine exceptionnel que nous découvrons avant leur renaissance. Didier, la première question tombe sous le sens. Où sommes-nous? Alors on est dans une salle un peu confidentielle, salle de la chaufferie, donc un lieu un peu reculé. Alors on m'a promis des vitraux, ok, mais ils sont où les vitraux? Ils sont là, dans les caisses. Dans les caisses qui sont devant nous? Voilà, ils sont entreposés de manière ad hoc dans ces caisses, ces grandes caisses. Un mot sur les dimensions de ces vitraux, ils sont vraiment considérables. Ah, c'est parmi les plus grands vitraux de Wallonie qui ne relèvent pas du domaine religieux. Alors forcément, on ne va pas ouvrir les caisses, c'est trop fragile, mais on trouve ici et là aussi des éléments, par exemple des éléments végétaux, un gland, une feuille de chêne, selon une technique qui est directement inspirée des techniques anciennes. On peut remonter au Moyen-Âge. Oui, dans cette tradition-là, c'est l'évolution et c'est le style un peu médiéval qui est aussi utilisé dans les postures de ces personnages que l'on découvre sur ces vitraux. On l'a compris, c'est vraiment très très beau, c'est très impressionnant aussi, mais j'ai une question un peu naïve. Pourquoi concevoir d'aussi beaux vitraux pour une école, finalement ? C'est pour mettre en avant toute la richesse du passé industriel de Charleroi à l'époque. Et il y a 3 piliers. Il y a en fait la houille, le fer et le verre. Et le travail du verre, les maîtres verriers, justement, quelle belle expression pour montrer le savoir-faire, la technicité de l'époque. Quel est le destin de ces vitraux à l'avenir? Je suppose qu'ils ne vont pas toujours rester dans ces très belles caisses, ils vont sortir. Au moment de la restauration qui est en projet, qui est en train de se mettre sur pied, on pourra ainsi recomposer ces éléments et les reposer de manière comme ils étaient à l'époque. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié cette visite. Cette université du travail nous renvoie à une époque bien particulière, celle des progrès de la technologie et de l'essor de nos villes, étroitement liés à la révolution industrielle. Aujourd'hui, ces lieux connaissent une nouvelle vie. N'hésitez pas à aller les découvrir ou les redécouvrir. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres découvertes avec de nouvelles clés.